Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Depuis Nicolas Sarkozy, les présidents de la République vivent une petite romance avec les services de renseignement. Une histoire qui les rapproche et permet au plus haut niveau de l'exécutif de reprendre la main sur certains dossiers comme celui de la lutte contre le terrorisme. À quand un investissement comparable des locataires de l'Élysée dans la sécurité économique ? Eh bien, des réponses avec Florent Vadillo, auteur du livre intitulé « Les espions de l'Élysée », ouvrage coécrit avec Alexandre Papa-Emmanuel et publié aux éditions Talendier. Bonjour Florent Vadillo. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un ancien collaborateur du député ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas. Ça commence comment et pourquoi cette histoire d'amour, le fait de ramener un petit peu vers l'Élysée les services de renseignement ? Ça commence dès 2007, pendant la campagne pour les élections présidentielles, parce que le candidat qui est en tête, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, et qui avait deux services de renseignement sous ses ordres, la direction de la surveillance du territoire, pour le contre-espionnage, le contre-terrorisme, et la direction centrale des renseignements généraux, pour le renseignement de société, le renseignement politique. Eh bien, Nicolas Sarkozy a conçu une conviction, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, c'était que pour mieux répondre à l'impératif de la lutte contre le terrorisme, il fallait fusionner les deux services. Cette conviction, elle était d'autant plus forte que Claude Guéant, son directeur de cabinet, était l'ancien directeur général de la police nationale à l'époque où la France connaissait des attentats en 95 et 96, et lui aussi avait conçu la même conviction que face aux divergences des services, face aux difficultés de coopérer, il fallait créer un grand service de lutte contre le terrorisme. Donc il les veut avec lui à l'Élysée. Donc il veut les services de renseignement sous sa main, réformés, modernisés et donc coordonnés avec un collaborateur du président de la République qui est dédié à cette tâche-là. Et qu'on appelle le coordonnateur national du renseignement. Possible, la Constitution l'autorise ? Alors non, Nicolas Sarkozy, il avait dans l'idée de créer à la fois ce poste-là de manière un tout petit peu précaire et en même temps de réviser la Constitution pour confier au président de la République des pouvoirs très clairs en matière de défense et de sécurité nationale. Sauf qu'il n'a pas été totalement suivi par le Constituant, par l'Assemblée nationale et le Sénat, et donc il n'a pas eu les prérogatives constitutionnelles pour donner les pleins pouvoirs à ce conseiller, ce qui fait que dès le début, il y a eu une situation d'entre-deux qui n'a jamais véritablement été résolue. Ils les aiment, nos anciens présidents, les services de renseignement ou pas ? Ils aiment ce terrain, cette question ou pas ? Ils ont appris à le découvrir, parce que c'est une découverte récente, hormis comme Nicolas Sarkozy qui avait une carrière de ministre derrière lui, mais François Hollande n'avait pas de carrière de ministre, il ne les avait pas côtoyés. Emmanuel Macron, lorsqu'il était au ministère de l'économie et des finances, avait peu côtoyé les services de renseignement, en tout cas il les avait peu touchés, ce qui fait qu'ils apprennent à les découvrir, certains apprennent à les aimer, mais beaucoup apprennent à s'en méfier. Et c'est pour ça que le poste de coordonnateur, il est aussi stratégique, parce que ça leur permet d'avoir quelqu'un qui veille à ce qu'il n'y ait pas d'ennui. C'est surtout ça le premier objectif des présidents de la République, ne pas avoir d'ennui. Et puis ensuite, bien évidemment, la lutte contre le terrorisme apparaît comme deuxième objectif. Jusqu'à donc Nicolas Sarkozy, les présidents de la République ne recevaient régulièrement que le directeur général des services extérieurs, donc les services secrets, c'était ça ? Et encore, c'était une tradition inaugurée par François Mitterrand. Parce que jusqu'en 1981, les patrons des services de renseignement n'allaient jamais à l'Élysée. Il y avait des interlocuteurs, parfois, des conseillers du président de la République, notamment le chef d'état-major particulier, le militaire qui est placé auprès du président de la République, qui avait des informations, recevait, déjeunait ou dînait, mais jamais les présidents de la République n'ont reçu régulièrement les chefs de service. François Mitterrand, il inaugure un nouveau cycle avec le directeur général de la sécurité extérieure, et puis il sera imité par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy et plus encore, puisque Nicolas Sarkozy voudra recevoir régulièrement le DGSE, mais également le directeur central du renseignement intérieur, qui est un ami à lui. Donc depuis 2007, il y a eu 6 coordinateurs nationaux du renseignement. On va voir d'ailleurs leurs photos. Ça commence en gros avec donc le préfet Bachelet, l'ambassadeur Bachelet. Ça termine aujourd'hui avec le préfet Pierre Bousquet de Florian. Un réel pouvoir ou pas, ces 6 hommes ? C'est un pouvoir par délégation. Il n'est pas institutionnel, il n'est pas d'autorité. C'est un pouvoir que leur concède le président de la République et surtout leur proximité avec le président de la République. C'est le lot de tous les conseillers présidentiels, mais plus encore dans le domaine si stratégique et si tendu du renseignement. C'est-à-dire que lorsque le président de la République
leur octroie une délégation de confiance ou leur confie des missions très claires. Et lorsqu'ils ont une relation étroite avec le président de la République, à ce moment-là, ils sont puissants. Ils sont puissants par rapport à l'ensemble des services de renseignement, c'est ça, ils sont crédibles, c'est ce que vous voulez dire. Exactement, parce que finalement, dans notre système très monarchique, c'est l'accès au prince qui détermine la capacité d'influence. Et donc, lorsqu'il y a des concurrents, eh bien, l'influence en est autant diminuée. Donc, dans cette galerie de photos, eh bien, certains ont été plus ou moins proches du prince et donc plus ou moins puissants. Et on les sent, pour certains, très amers dans votre bouquin, parce que vous les faites parler, ce qui est assez extraordinaire. Ils parlent, certains très amers et d'autres, bon, ils ont accepté le job en sachant qu'ils ne seraient pas les responsables du renseignement, de la communauté du renseignement. Certains sont plus philosophes que d'autres. Voilà. Certains avaient fait le deuil de leurs ambitions dès l'arrivée en poste, notamment ceux qui connaissaient bien le président de la République en fonction. D'autres avaient une ambition forte, louable au demeurant, ce qui est le cas de Bernard Bajolet, le premier coordonnateur, qui voulait installer un poste puissant sur le modèle américain, qui est toujours en fond... le DNI. Exactement, de l'intelligence. Et donc, c'est le modèle absolu. Et donc, évidemment, tous les Français veulent imiter les États-Unis. C'est pour ça qu'on donne la parole à l'ancien coordonnateur de Donald Trump. Bernard Bajolet, lui, il avait cette volonté de réforme. Les autres ont été sur l'idée de faire survivre le poste, ce qui est déjà une ambition. Parce qu'on le dit dans le pérenniser livre. Le poste. Il a survécu au départ de son fondateur. Il a survécu à une alternance entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, puis à d'autres départs, puis à une deuxième alternance. Donc, c'est un poste qui a survécu. Et la survie, parfois, dans l'administration française, c'est un sport de combat. Il est même renforcé, donc, sous le président Macron. En tout cas, le président de la République, Macron, là aussi, lors de la campagne présidentielle, avait la volonté de créer une task force contre le terrorisme. Et donc, effectivement, le coordonnateur a subi une réforme avec un décret en juin 2017 qui a au moins facialement accru ses prérogatives et ses capacités d'action. Il faudra voir, le temps nous l'indiquera, si cette modification réglementaire a réellement eu une traduction dans les faits. On peut parfois en douter. Alors, vous l'avez dit, vous l'écrivez, ça part de la lutte contre le terrorisme. Quelle est la place de la sécurité économique dans leur mission? Est-ce qu'ils en ont? Ce que vous montrez, c'est qu'en gros, c'est quand même pas la priorité, très clairement. Non. La sécurité économique, c'est ce qui vient quand on a traité tout le reste. C'est malheureux. C'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé auprès de Jean-Jacques Urvoas, ce que vous évoquiez en introduction. Mais très clairement, il y a un défaut de prise de conscience de l'acuité du problème de la sécurité économique, ce qui fait que c'est la cinquième roue du carrosse, y compris dans les matières stratégiques. Ça l'est d'autant plus qu'il y a toute une frange à la fois du monde économique et de l'administration qui dit attention, de ne pas confondre sécurité économique et renseignement. Oui. Et donc, on est toujours sur cette indistinction. On n'ose pas aller totalement sur du renseignement, mais on ne veut pas non plus s'en éloigner. Et l'indistinction, en général, ça ne fonctionne pas, ça ne met pas un gros bilan à l'actif. Alors, vous faites parler M. Zabulon, qui est l'un des coordinateurs, qui, lui, va prendre en charge un petit peu. Il va essayer, tout en montrant qu'à Bercy, ça ne les intéresse pas. Donc, après tout, c'est le vide, il y va. Bien sûr. Et il donne un exemple qui est assez éloquent sur la privatisation de l'aéroport de Toulouse. Par des investisseurs chinois. Il évoque le fait qu'à l'époque, il avait alerté, fait des notes, assez prémonitoires d'ailleurs, on voit ce qui s'est passé depuis, en vain. Parce que les milieux décisionnels économiques au sein de l'administration ne reçoivent pas cette information. Ils ne savent pas la traiter, ou parfois ils ne veulent pas la traiter. Il y a à la fois une inculture économique pour certains, et d'autres estiment aussi que ça a été assimilable à du protectionnisme. Oui. Et donc, on se retrouve entre ceux qui n'ont pas la culture et ceux qui y sont opposés, avec très objectivement le fait que les ministères économiques et financiers n'embrayent jamais. Et volonté de la part des services de s'y intéresser, et capacité et compétences là-dessus, ou pas du côté également des services? Oui, une volonté, de plus en plus. La volonté que leur laisse le temps résiduel que la lutte antiterroriste mange, il faut le dire. Une volonté, une capacité qui n'est pas optimale, qui n'est pas à l'image des services américains. Il faut se souvenir qu'au sortir de la guerre froide, l'administration Clinton fait du renseignement économique, de la sécurité économique, une priorité nationale. Et donc, évidemment, les Américains développent des capacités absolument phénoménales. Ça n'est pas le cas en France. Mais néanmoins, il y a une appétence. Il y a des relations privilégiées entre certains services et certaines entreprises, et les grandes entreprises principalement. C'est le cas de la Direction générale de la sécurité extérieure, qui dit régulièrement, on le voit dans les rapports de la délégation parlementaire au renseignement, qui dit qu'elle s'intéresse à l'économie. Je pense qu'il y a un problème d'orientation, il y a un problème de commande publique et de diffusion de l'information. Ça n'est pas assumé. Il faut l'assumer. Dans la loi renseignement de 2015,
la défense et la promotion du patrimoine économique, scientifique, culturel de la France était prévue. Donc maintenant, les textes de loi sont présents, manquent les pratiques, les habitudes et la volonté. Et les moyens, ils sont là ou pas ? Écoutez, les moyens, il y a toujours une finitude de moyens dans l'administration. Donc, partons du principe qu'il n'y a jamais assez de moyens, mais que si on veut flécher des moyens sur cette mission-là, ils existent. Il y a des priorités stratégiques. Aujourd'hui, il faut se poser la question de la pondération de la lutte contre le terrorisme dans les missions des services de renseignement. Est-ce que le terrorisme c'est une menace actuelle, mais est-ce que c'est la menace des 20-30 prochaines années ? Est-ce que notre patrimoine économique et scientifique, est-ce que la lutte contre la criminalité organisée n'est pas déterminante ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre les moyens ? Merci beaucoup Florent Vadillo pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient ? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. C'est une grande journée aujourd'hui. C'est ici, dans le 77, juste derrière nous, qu'a grandi Abdel Ali, fils d'immigrés marocains. Il comprend ici très tôt le poids des inégalités de santé et tente aujourd'hui de les combattre avec son association Banlieue Santé. Banlieue Santé, le terrain en remède, c'est dans Pas de quartier. Pas de quartier, présenté par Ségolène Malter et Wassim Nasr. La météo avec la Caisse d'épargne. Sécurisez l'avenir de votre famille avec les solutions de prévoyance. Caisse d'épargne, vous êtes utile.